Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le trouble stress post-traumatique. On va voir aujourd'hui en quoi ça consiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent un peu intuitives comme ça quand on parle de trouble stress post-traumatique. Et on verra que c'est quand même un peu plus compliqué, un peu plus nuancé que ça. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir quand on parle de trouble stress post-traumatique, c'est qu'est-ce qu'un événement traumatique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça peut paraître assez évident, mais en réalité, on a une définition médicale, scientifique, qui n'est pas forcément la même que celle qu'on a dans le sens commun. Quand on parle d'événement traumatique, au sens médical, on veut dire vraiment quelque chose qui menace l'intégrité physique. C'est pas uniquement quelque chose qui nous fait souffrir, pour lequel on est en difficulté. C'est vraiment quelque chose où on a l'impression qu'on risque de mourir. Du coup, ça exclut pas mal d'événements comme un divorce, qui peut être traumatique, mais qui n'est pas un événement traumatique au sens médical ou scientifique du terme. Un divorce, ce sera plutôt un événement stressant. En tout cas, c'est comme ça qu'on va l'appeler, nous, d'un point de vue psychiatrique. Donc, par exemple, un divorce, c'est pas dedans. Par exemple, un licenciement, ça ne compterait pas non plus comme un événement traumatique, même si ça peut nous faire souffrir, bien sûr. Ce qu'on va vraiment compter là-dedans, c'est tout ce qui est une menace de l'intégrité physique. Ça peut être aussi bien une agression, qu'elle soit physique ou même sexuelle. Ça peut être un événement naturel, comme des inondations, comme un tsunami ou un incendie. Ça peut être aussi à la guerre, un accident du travail. Donc voilà, c'est vraiment, ce qui concerne l'intégrité physique, c'est vraiment à partir de là qu'on va parler d'événements traumatiques. Donc si on a vécu un événement traumatique, ce qui est quand même assez fréquent dans la population générale, 80 à 90% de la population a déjà vécu un événement traumatique dans sa vie. Si on a ça, on va voir ensuite les réactions à cet événement. C'est selon les réactions qu'on va pouvoir ou non parler de trouble stress post-traumatique. C'est pas parce qu'on a vécu un événement traumatique qu'on va forcément avoir un trouble stress post-traumatique ou psychotrauma. C'est uniquement quand on a cet événement traumatique plus des réactions bien particulières. Les réactions sont de plusieurs ordres. C'est déjà tout ce qui va concerner les intrusions. C'est-à-dire toutes les fois où on va revivre l'événement comme si on y était. Ça peut se passer aussi bien la nuit, durant des cauchemars, que la journée, durant des reviviscences. Et souvent, les gens, quand ils vont revivre ça, vont avoir l'impression de déconnecter de ce qui se passe autour d'eux. Enfin, même des gens vont leur signaler. Ils vont être comme dans un film, comme des flashbacks qu'on a dans un film. Ils vont être renvoyés dans le passé. Et ça va être assez compliqué à vivre. À côté de ces intrusions, il va y avoir aussi une hypervigilance. Dès qu'ils vont réentendre un stimuli qui leur rappelle ce qu'ils ont vécu, tout de suite ça va les activer, tout de suite ils vont se sentir stressés, comme si, à nouveau comme s'ils y étaient, comme s'ils se préparaient à ce qu'il y ait un nouvel événement traumatique. Le souci de ça, c'est que du coup, ils vont être amenés à éviter certaines situations. Si on a été agressé dans le tram, on peut ne plus oser prendre le tram. Si on a été agressé dans une voiture, on peut avoir des grosses difficultés avec tout ce qui se rapporte à la voiture. Donc on va commencer à éviter pas mal de situations qui nous rappellent l'événement, parce que à chaque fois qu'on va se retrouver dans ces situations-là, on va revivre l'événement, on va voir les intrusions, on va avoir l'hypervigilance, donc forcément c'est assez désagréable, on va être tenté d'éviter ces situations-là. En plus de ça, on peut aussi avoir une humeur perturbée, liée à des culpabilités, à de la honte, à avoir l'impression de ne pas mériter de survivre, de ne pas comprendre pourquoi est-ce que nous on a survécu et pas d'autres par exemple. Notamment ça peut arriver dans les accidents de la route, ou de la culpabilité en se disant mais pourquoi est-ce que je suis sorti à telle heure le soir, pourquoi est-ce que j'ai pris le tram tel jour, etc. Et donc ruminer comme ça et forcément se déprimer. Parfois certaines personnes vont même avoir de la dissociation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression de ne plus vraiment être dans un monde réel, d'avoir l'impression comme ça de déconnecter avec la réalité, d'avoir l'impression que le monde autour de soi n'est plus vraiment réel, avoir l'impression qu'ils ne sont plus vraiment eux-mêmes. On peut atteindre parfois des stades assez importants. Et souvent l'entourage va le remarquer, va voir qu'on n'est plus vraiment là, on va parfois se figer, on va parfois ne plus bouger, comme si on était pétrifié par la peur. Tous ces symptômes-là ne suffisent pas en eux-mêmes pour parler de troubles stress post-traumatique. Il faut aussi que ça dure une certaine durée dans le temps. On l'a fixé à 1 mois. Si pendant plus d'1 mois, on a tous ces symptômes-là, c'est là qu'on peut parler de troubles stress post-traumatique. Ça peut arriver dans certaines situations d'avoir un événement traumatique pendant quelques jours, d'avoir des flashs, d'avoir des images, d'avoir des reviviscences. Mais si ça dure moins d'1 mois, on ne parlera pas de troubles stress post-traumatique, on parlera juste de troubles stress aigus.
aiguë, ce qui est déjà pas mal, parce que ça peut être déjà très impactant, très dur à vivre, mais ça reste différent de la définition qu'on en donne du trouble stress post-traumatique. À part le trouble stress aigu, il y a beaucoup d'autres diagnostics différentiels possibles. On peut avoir par exemple une dépression après un événement traumatique, on peut commencer à déprimer, à ruminer, on peut tourner en rond, sans pour autant qu'on puisse parler de trouble stress post-traumatique, parce que il n'y aura pas forcément de reviviscence, il n'y aura pas forcément d'images qui reviendront, donc ça reste un peu différent. On peut aussi avoir un trouble anxieux. On peut par exemple avoir une phobie, avoir peur de se retrouver dans certaines situations. Par exemple, j'avais une patiente qui avait une phobie de la pluie, suite à des inondations qu'elle avait vécues. Pour autant, elle n'avait pas d'image qui revenait, elle n'avait pas de problème particulier en lien avec l'événement traumatique en lui-même. Elle pouvait raconter son histoire sans que ça redéclenche toutes les émotions, toutes les images, etc. Par contre, dès qu'elle entendait un bruit, elle était vraiment très anxieuse, elle avait vraiment une phobie de la pluie. On peut aussi avoir parfois un trouble panique. Après un événement traumatique, on peut commencer à faire des attaques de panique, des crises d'angoisse, vraiment des choses assez désagréables à vivre. À nouveau, on ne parlera pas forcément de trouble stress post-traumatique parce qu'on peut avoir ces crises d'angoisse-là sans pour autant qu'il y ait d'image, sans pour autant qu'il y ait de reviviscence, sans pour autant qu'il y ait même d'évitement de ces situations-là. Puis on peut avoir beaucoup d'autres diagnostics, on peut avoir des TOC, on peut avoir des rituels après un événement traumatique, avoir l'impression qu'il faut faire telle ou telle action pour éviter que ça se reproduise. On peut aussi avoir un trouble de personnalité limite, notamment quand on a vécu des événements traumatiques répétés dans l'enfance. On peut commencer à avoir l'impression comme ça que les gens autour de soi ne sont pas dignes de confiance, qu'on risque d'être abandonné facilement dès qu'il se passe tel ou tel événement. Et du coup, on va souvent se mettre dans des situations compliquées avec une certaine impulsivité. On peut aussi imaginer un trouble bipolaire, on peut imaginer aussi une schizophrénie. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de diagnostics différentiels. C'est pas évident de faire la part des choses soi-même quand on est atteint de ces pathologies-là. C'est important de pouvoir consulter, de voir un professionnel qui donnera son avis sur la situation, qui permettra déjà de vous aider à retracer l'histoire, à retracer vos symptômes, et ensuite qui pourra organiser ces symptômes pour savoir dans quelle pathologie on se trouve. Au niveau de l'épidémiologie, je vous le disais, 90% de la population a vécu un événement traumatique au cours de sa vie. Pour autant, tous ne font pas un trouble stress post-traumatique. On évalue qu'à peu près sur une vie entière, 7% de la population aura un jour dans sa vie un trouble stress post-traumatique. Dans les populations exposées, par exemple pendant la guerre, des personnes victimes d'agressions physiques ou sexuelles, le taux augmente. On parle jusqu'à 30% de ces personnes-là qui vivront un trouble stress post-traumatique après un événement traumatique. Et aussi, une fois qu'on a un trouble stress post-traumatique, ça ne va pas forcément durer toute la vie. Et on a beaucoup qui vont s'améliorer soit spontanément, soit à l'aide d'une thérapie. On estime qu'à 10 ans, il y a à peu près 10% des personnes qui ont encore un trouble stress post-traumatique. Donc ça reste quand même relativement faible. Généralement, si vous avez ce problème-là, quand même être relativement rassuré sur le fait que ça devrait s'améliorer. Alors, d'où ça vient? Le trouble stress post-traumatique, je vous le disais, beaucoup de personnes dans la population ont un événement traumatique, pour autant, tout le monde n'a pas forcément un trouble stress post-traumatique. Plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. D'abord des facteurs prédisposants, notamment le nombre de traumatismes qu'on a déjà vécu, les périodes de stress dans lesquelles on est, si on est en période d'examen par exemple, ou dans une instabilité géographique, la présence de troubles psychologiques. Si on a des troubles psychologiques, on est plus à risque d'avoir un trouble stress post-traumatique derrière. Notamment aussi si on a une alexithymie, si on a des difficultés à identifier ses émotions. On sait que ça aussi c'est un facteur prédisposant pour avoir un psychotrauma. Le facteur suivant, ça va être le facteur déclenchant. On sait qu'il y a des facteurs déclenchants qui vont plus facilement donner un trouble stress post-traumatique. Par exemple, si on vit un événement traumatique en lien avec des relations humaines, notamment des relations humaines proches, de confiance, on a plus de risques de développer un trouble stress post-traumatique. Donc si vous comprenez bien, si on vit une catastrophe naturelle en général, on aura moins de risques de développer un trouble stress post-traumatique que si on a une agression physique ou sexuelle d'une autre personne humaine, voire même ça sera encore plus important si c'était une autre personne humaine qui nous est proche. Il y a aussi des facteurs de maintien selon le support qu'on a de son entourage, selon les poursuites légales ou criminelles qui peuvent y avoir derrière, selon les séquelles physiques qu'on va avoir de la situation, selon aussi l'impact négatif que ça peut avoir sur nos relations sociales. On sait que si on a eu des agressions de personnes proches, du coup quand on va en parler autour de soi, ça peut être un peu compliqué à entendre,
compliqué à comprendre et du coup on a plus de risques que le trouble stress post-traumatique se maintienne. Heureusement, il y a aussi des facteurs de protection. Si on a un bon soutien social, un bon soutien familial, on aura moins de risques de développer un trouble stress post-traumatique. Si aussi on a un sentiment d'efficacité personnelle, si on arrive à donner du sens à cet événement, on peut se dire que finalement ça peut être une épreuve qu'on traverse, qui quelque part, même si c'est dur à traverser, peut-être que ça peut nous faire grandir, nous faire comprendre certaines choses, notamment par exemple durant les périodes de guerre, de se dire que au moins peut-être on recentre sur les choses essentielles. Mettre ce sens-là facilitera ensuite le processus et évitera du coup qu'on fasse un trouble stress post-traumatique. Alors quand on vit un trouble stress post-traumatique, forcément, ça va toucher le cerveau, on touche à la psychologie, à la psychiatrie, donc c'est vraiment au niveau du cerveau que ça se passe. Pendant longtemps, ça a été assez compliqué de comprendre les facteurs qui étaient impliqués, parce que le cerveau est entouré d'os. Du coup, c'est pas évident de voir son fonctionnement. Depuis quelques années, on arrive, via les IRM fonctionnels, à comprendre un petit peu ce qui se passe. On ne peut pas l'utiliser en pratique de tous les jours, en pratique quotidienne. Si vous allez voir un professionnel, on ne pourra pas vous prescrire une IRM fonctionnelle. Par contre, on sait que, d'un point de vue de la recherche, ceux qui ont un trouble stress post-traumatique ont généralement une altération au niveau de l'hippocampe, au niveau du centre de la mémoire. C'est vraiment là que ça se joue. Forcément, vous vous en doutez, quand on revit comme ça des événements régulièrement, à chaque fois qu'on a un facteur qui nous rappelle l'événement traumatique, c'est que notre mémoire, quelque part, a eu quelques soucis et n'arrive pas à organiser correctement l'information. Il fait que ça va revenir comme ça de façon régulière dans nos souvenirs, comme si on revivait l'événement. Alors quand on a un trouble stress post-traumatique, on peut avoir aussi d'autres pathologies associées. C'est pas parce qu'on a ce trouble-là qu'on n'a aucun autre trouble psychiatrique. On peut par exemple avoir une dépression associée, quelqu'un qui va plus réussir à sortir de chez soi, qui va rester dans son lit, qui va ne plus être motivé à rien faire. On peut parler de dépression en plus du trouble stress post-traumatique. On peut aussi avoir des problèmes en lien avec les drogues, en lien avec l'alcool. On sait que c'est aussi assez fréquent. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vivent ce genre d'événements ensuite essayer d'éviter de revivre ces flashs, d'éviter d'avoir à nouveau ces reviviscences. Et du coup, ils peuvent être tentés de prendre des substances pour éviter ces perceptions désagréables. On peut aussi avoir un trouble panique, un trouble d'anxiété généralisée. On peut aussi avoir un trouble de personnalité limite. On peut aussi avoir une bipolarité. On peut avoir comme ça pas mal d'autres pathologies qui sont associées. Quand on vit ces situations-là, c'est pas évident de savoir ce qui se passe. C'est vraiment en voyant un professionnel qui pourra vous expliquer ce qui vous arrive que vous comprendrez mieux où vous situez, quelles sont les pathologies que vous pouvez avoir. Voilà, j'espère que du coup ça vous a aidé à mieux comprendre quand est-ce qu'on parle de trouble stress post-traumatique. Peut-être encore pour mieux fixer les idées, on vous propose, comme souvent dans nos vidéos, une petite scène pour voir en quoi ça consiste. Bonjour Monsieur Martin, vous venez aujourd'hui au centre psychotrauma. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous arrive ? Alors, il m'arrive des choses très désagréables depuis mon accident. J'ai subi une inondation dans mon village et je suis passé sous l'eau pendant plus d'une minute. J'ai cru que j'allais mourir avec un des sauveteurs. Et depuis, déjà, je fais des cauchemars de ça. Je rêve la nuit, quoi. Ça m'a réveillé l'autre nuit. Réveillé, carrément. Carrément, ça m'était jamais arrivé. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive d'autre ? Je repense aussi. Comme si j'y étais, quoi. Comme si de nouveau j'étais sous l'eau. Vous avez des images du coup ? Des images, mais vraiment comme si j'étais dans un film, quoi. Mais c'est très 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 désagréable. Avec les sensations et tout ça ? Ouais, les sensations corporelles. D'accord. Tout à fait, ouais. Du coup, j'imagine que ça doit être dur quand vous pensez à des choses qui vous rappellent un peu ces événements ? Absolument, il y a des choses comme la pluie, je peux plus écouter la pluie ou le tonnerre, comme là, ça me stresse tout de suite. Je n'ai pas pu retourner à la piscine depuis. Quand il pleut, maintenant, j'ai obligé de prendre les objets par terre et de les mettre en hauteur. J'ai l'impression que sinon, ils vont tous être détruits, comme ce qui s'est passé. Hein. Et franchement, depuis, docteur, je déprime, quoi. Ouais, vous êtes triste pour quelle raison, du coup ? Il y a des trucs bizarres et puis je me sens coupable parce que ma voisine elle a pas survécu à l'inondation et moi si. Alors je me dis pourquoi moi ? D'accord. J'ai l'impression que vous n'êtes pas légitime d'avoir survécu. Ouais, exactement. Ouais, ça ne doit pas être évident. Ah, c'est très dur. Que vous avez une idée du coup de ce qui vous arrive ? Ah non, c'est compliqué ce que je vis. J'ai l'impression d'être devenu une chochotte. Voilà, j'espère que cette scène vous a plu. Ça peut permettre peut-être vous aider à mieux comprendre ce qu'on entend par trouble stress post-traumatique. Donc, vous voyez cette scène, donc vous
la personne, M. Martin en l'occurrence, a l'impression d'être une mauviette, d'être une chochotte. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve, d'avoir cette impression-là, d'avoir une honte, une culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. L'intérêt d'avoir un diagnostic, c'est que du coup, ça évite les jugements, de se dire « je suis qu'un con, je suis pas normal, ou je suis bizarre », ce genre de choses. Non, ce qui se passe, on sait d'où ça vient, on sait quelle en est l'évolution, on sait quels en sont les grands symptômes, on sait quelles grandes fonctions sont impactées, et on sait aussi comment ça peut se traiter. On n'a pas trop parlé durant cette vidéo, c'est plus quand vous rencontrerez un professionnel qui pourra plus vous donner de détails. En tout cas, la grande idée à avoir, c'est que pour soigner un trouble stress post-traumatique, ça se fait essentiellement via l'exposition, c'est-à-dire via le fait de pouvoir reparler de l'événement pour que le cerveau s'habitue à nouveau de repenser à tout ça. Bien sûr, cela se fait de façon guidée, se fait avec votre thérapeute. Là, je vous dis les grands principes pour que vous le compreniez, mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, petit à petit, une fois qu'on a le lien de confiance. L'idée, c'est qu'avec l'exposition, on va réhabituer notre mémoire à se souvenir que l'événement en question est bien un événement passé et qu'on n'a pas à le revivre comme ça tous les jours. Donc, bien faire la distinction entre le passé et le présent, c'est vraiment l'intérêt de l'exposition. En fait, le cerveau va voir que quand on a des facteurs qui rappellent l'événement, on ne revit pas forcément pour autant l'événement. Par exemple, si on était agressé dans le tram, on ne va pas forcément être réagressé derrière. Le cerveau, il a l'impression que dès qu'on prend le tram, on est forcément agressé. Or, heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et pour que le cerveau comprenne ça, il faut reprendre le tram régulièrement pour se refaire de nouveaux souvenirs sans agression. Quand on tombe de cheval, on essaie de rapidement remonter à cheval pour que le cerveau puisse apprendre que ça peut arriver d'avoir des moments un peu traumatisants quand on est à cheval, mais la plupart du temps, en réalité, ça se passe bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à en parler autour de vous, à parler de nos vidéos. Nous, en tout cas, on va essayer de réfléchir à vous donner d'autres contenus pour parler de la santé mentale, pour parler de la psychiatrie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant cette vidéo. Peut-être que c'était un peu trop dense, donc vous n'aurez pas forcément tout retenu, c'est normal. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de faire un petit quiz. Je vais vous faire défiler différentes questions à l'écran et je vous donnerai les réponses au fur et à mesure en vous l'indiquant sur l'image directement. Du coup, je vous dis bon courage pour la suite et pour la réponse à ces quiz. Au revoir.